Avec le règne du pharaon Akhenaton s'ouvre un nouveau chapitre de l'histoire de l'Égypte antique. Le souverain va en effet plonger le royaume dans une crise imprévisible. Le jeune roi impose au peuple sa nouvelle vision de la foi. Désormais, pour ses sujets, le salut passe par une divinité unique, Aton, le dieu soleil. Le pharaon devient le seul porte-parole d'Aton sur terre. Ainsi va la loi. La reine Néfertiti règne aux côtés d'Akhenaton. Le pharaon a-t-il succombé à sa beauté envoûtante? 3000 ans plus tard, le verdict n'est pas encore tombé. Le roi a-t-il conduit son royaume à sa perte, en pleine connaissance de cause, ou n'était-il qu'un pantin entre les mains d'une femme impitoyable? Aujourd'hui encore, les détracteurs d'Akhenaton le décrivent comme un personnage difforme qui souffrait de troubles du comportement. Alors, est-ce un rêveur transi d'amour ou un despote obsédé par le pouvoir qui accède au trône vers l'an 1360 avant Jésus-Christ? Akhenaton prend possession du palais de ses parents. Ce somptueux édifice constitue un environnement idéal pour les projets ambitieux du jeune roi. Son père, Amenophis III, a dirigé le royaume pendant près de 40 ans. À la mort de ce dernier, Tiyi, la mère d'Akhenaton, lui succède dans l'exercice du pouvoir. Son fils, le futur jeune roi, s'en fera une alliée et l'érigera au rang de divinité. Un petit buste témoin de cette époque est exposé au musée égyptien de Berlin. Grâce à la tomographie informatisée, nous avons pu constater le changement radical que Tiyi, cette grande personnalité de l'histoire antique, a subi au moment de la mort de son mari. L'examen tomographique apporte la preuve qu'Akhenaton a littéralement idolâtré sa mère. Sous sa perruque dense apparaît la coiffe d'une déesse. Le fils a donc élevé sa mère au panthéon des divinités de son propre vivant, s'assurant ce faisant de sa loyauté éternelle. En dépit de cet honneur, Tiyi cesse d'être la femme la plus importante de la cour royale. Ce privilège, exercé aux côtés d'Akhenaton, est désormais dévolu à une illustre inconnue, la mystérieuse Néfertiti. Son propre nom est une énigme. Il signifie « la belle est venue ». Une indication quant à ses origines? Est-ce une princesse venue d'un royaume éloigné? Ou s'agit-il d'un membre de la famille royale égyptienne, voire d'une proche parente d'Akhenaton? Vivait-elle dans le harem d'Amenophis III avant d'épouser Akhenaton? Les rumeurs concernant cette jeune femme à la beauté éblouissante semblent ne jamais devoir se tarir. Les rapports officiels de l'époque amarnienne décrivent les époux comme un couple exemplaire. Les bas-reliefs les représentent tendrement enlacés. Quel lien puissant avaient-ils noué? S'agissait-il d'une union parfaite sans la moindre faille? Ensemble, ils font bâtir leur nouvelle capitale au cœur du désert. Une entreprise pharaonique. Des dizaines de milliers de sujets s'installent à Akhetaton. Les murs d'enceinte sont érigés en un temps record. Les fondations de la ville nécessitent l'acheminement de millions de pierres en provenance des 4 coins de l'Empire. Dans les carrières, les ouvriers se tuent à la tâche. Dans la ville du dieu soleil, Akhenaton et Néfertiti exercent un règne tyrannique sur leurs sujets. Leur rêve s'est réalisé et le couple est convaincu qu'un avenir glorieux se profile à l'horizon. Grâce aux archives élaborées au moment des fouilles, les archéologues britanniques ont pu reconstituer Akhetaton avec précision. La simulation informatique permet de découvrir les plans d'une vaste cité-jardin.
Je resterai dans la ville jusqu'à ce que l'eau remonte le fleuve à contre-courant, avait déclaré le pharaon. Dans le palais royal, la salle du trône est d'une rare splendeur. C'est ici qu'Akhenaton et Néfertiti décident d'étendre leur foi monothéiste au reste du monde. Ce palais ressemble-t-il au sanctuaire d'un aliéné? Je suis convaincu qu'Akhenaton n'était pas fou. C'était un visionnaire, un homme en avance sur son temps. Bien sûr, il a pu paraître méprisant à l'égard de ses contemporains, mais il n'était certainement pas fou. Tout comme le dieu soleil traverse quotidiennement le ciel dans l'imaginaire des Égyptiens de l'Antiquité, Akhenaton parcourt son royaume sur son char d'or. Les symboles découverts dans les sépultures des plus hauts dignitaires d'Akhénaton montrent à quel point le pharaon se sentait l'égal du dieu Aton. Les murs sont recouverts de portraits le représentant dans des poses divines. Pour ces sujets, il ne doit plus y avoir de différence entre le roi et son dieu. Akhenaton veut être la divinité unique qui célèbre les rituels, accomplit les miracles et influence le destin de chacun. Un dieu qui détient le pouvoir de vie et de mort. Les excursions de la famille royale prennent des allures de procession divine. Toutes les représentations qui figurent sur les murs des sépultures placent le couple de souverains au centre de l'action. Comme grisé par l'extase de la vitesse, la conduite du roi et de la reine s'apparente à une chevauchée frénétique que personne n'est en mesure d'arrêter. Akhenaton et Néfertiti vont jusqu'à bannir les dieux de l'au-delà. Dans la cité du couple pharaonique, la vie après la mort n'existe plus. Seul importe la vénération des souverains et le culte du dieu soleil omniprésent. Paradoxalement, le pharaon et son épouse se montrent généreux envers leur peuple. Les serviteurs fidèles sont richement récompensés. L'or rétribue les sujets dévoués. Reste à savoir si le peuple sert le nouveau dieu par pure conviction ou si sa loyauté est simplement intéressée. La cour royale se pavane au milieu des richesses. La vie est l'émanation de la générosité d'Aton et doit être vécue comme telle. La danse et la musique sont quotidiennement à l'ordre du jour. Cependant, le palais vit au rythme des fastes d'une classe de parvenus. La lignée n'est plus un facteur déterminant. Seul compte la soumission envers le couple royal. La perspective d'une ascension sociale rapide attire un nombre croissant d'arrivistes dans la cité du soleil. Si l'on en croit la manière dont le règne d'Akhénaton est représenté sur les murs du temple, ces sujets ne manquaient de rien. Mais l'art amarnien est-il fidèle à la réalité ? Pour les égyptologues, il s'agit purement de propagande. Ces représentations où règne la convivialité lors des sacrifices ne doivent pas nous détourner de la réalité politique. Le roi cherchait uniquement à imposer son pouvoir personnel et la religion n'était qu'un des moyens d'y parvenir. Le pharaon s'était autoproclamé fils du dieu soleil, un statut qui lui conférait des pouvoirs auxquels les sujets étaient tenus de se soumettre. Le royaume d'Akhénaton était-il réellement stable? Un empire fondé sur l'oppression peut-il réellement perdurer? Akhénaton s'est arrogé un pouvoir universel. Le peuple est soumis, résigné, comme prostré dans la poussière. Mais les sujets obéissaient-ils toujours sans rechigner? Pourquoi les peintures et les bas-reliefs d'Akhénaton montrent-ils tant de soldats et de représentants de la loi? Le roi craignait-il les jalousies et les traîtrises, comme c'est le cas de tout despote? Selon les archéologues, le règne d'Akhénaton correspond à une période d'intolérance et constitue un régime où la surveillance policière est de mise. Mahou, le chef de la sécurité, est une personnalité importante de la capitale.
L'Égypte ancienne est fondée sur l'intimidation et sur un contrôle rigoureux de la population. Ce totalitarisme est-il importé d'ailleurs? Le pharaon n'est-il qu'un outil impuissant contre la volonté secrète de son épouse? À l'époque antique, l'Orient est dominé par des personnalités violentes et puissantes. Les meurtres et les assassinats sont monnaie courante jusque dans les palais royaux. Néfertiti aurait-elle importé ces pratiques sanguinaires de sa patrie d'origine? Nous savons aujourd'hui qu'un grand nombre de princesses du Proche-Orient vivaient dans les harems des pharaons. Les mariages politiques permettaient de préserver la paix entre les peuples belliqueux du Nord. À l'époque, le royaume de Mitanni s'étendait entre celui de Babylone et celui des Hittites. Est-ce là qu'est né Néfertiti? Le Mitanni a été oublié jusqu'au jour où, en 1887, l'épouse d'un fermier fait une découverte accidentelle. Dans les ruines d'Amarna, le nom moderne de la ville antique d'Akhétaton, elle trouve des tablettes d'argile sur lesquelles sont gravés d'étranges caractères. S'agit-il d'un trésor ou de simples vestiges sans importance? Son voisin, flairant la bonne affaire, lui achète les tablettes pour une somme dérisoire. Mais des collectionneurs d'art aux spécialistes de l'Antiquité, personne ne semble intéressé par l'objet. Des caractères cunéiformes en Égypte, ce ne pouvait être qu'un faux grossier. La valeur des tablettes passe inaperçue. Il s'agit pourtant de la correspondance quasi intégrale du pharaon avec les grands de son royaume.